Bonjour à tous. Ici Pascal Lotaz de Neutrality Studies et aujourd'hui je m'entretiens avec Koji Imaki, ancien pilote et haut responsable des forces aériennes d'autodéfense du Japon, qui compte de nombreuses heures de vol sur les chasseurs F-35 américains et F-2 japonais. Monsieur Imaki a travaillé pendant des décennies au sein des forces d'autodéfense japonaises et nous souhaitons donc discuter aujourd'hui de la position militaire de son pays dans le contexte de la multipolarité émergente. Bienvenue, Imaki-san. Merci. Merci de m'avoir invité. C'est un grand honneur pour moi. Je suis très heureux que vous ayez accepté cette invitation, car je cherchais depuis un certain temps un expert militaire au Japon. Quelqu'un qui puisse également nous expliquer un peu comment fonctionnent les forces d'autodéfense en tant qu'armée japonaise. Peut-être devrions-nous commencer par expliquer en quoi l'armée japonaise diffère de celle des autres pays et pourquoi elle est appelée force d'autodéfense. Pourriez-vous nous en donner un bref aperçu, en insistant notamment sur les différences par rapport, disons, aux armées américaines ou européennes? Oui, Pascal-san, c'est une question très intéressante et en réalité assez profonde à aborder. Permettez-moi de commencer par la stratégie de défense nationale actuelle du Japon. Il s'agit d'un plan de défense sur 5 ans, ou, comme il l'appelle, d'un plan de renforcement de la défense. Parmi les 7 piliers de la stratégie de défense nationale, il y a un élément que l'on appelle, je crois, la capacité de défense à distance. Ce sujet était autrefois débattu à la diète entre les partis de la coalition, le PLD et le Komeito, sous le nom de capacité de contre-attaque. Aujourd'hui, on parle de capacité de défense à distance. Ce type de capacité constitue en fait la capacité offensive la plus fondamentale pour tout service militaire, car il faut disposer d'une capacité de riposte pour défendre son pays. Mais dans le cas du Japon, la possession d'une telle capacité n'a pas été strictement interdite, mais plutôt évitée, je dirais, par les forces d'autodéfense en raison de l'interprétation de la Constitution japonaise. La Constitution n'interdit pas de disposer d'une telle capacité, mais, sur la base d'un jugement politique, les forces d'autodéfense se sont concentrées uniquement sur des capacités à vocation défensive, comme la défense aérienne. Et nous avons compté sur ce type de capacité de la part de nos alliés partenaires, tels que les forces américaines au Japon. Mais face à la situation actuelle, des circonstances de sécurité assez difficiles autour du Japon, telles que le développement de missiles nord-coréens et les activités coercitives de la Chine autour du Japon, y compris en mer de Chine orientale et en mer de Chine méridionale, le gouvernement japonais a décidé en 2022 d'acquérir une telle capacité afin de défendre notre pays. Ils ont donc inventé un terme quelque peu inhabituel, capacité de défense à distance. Mais encore une fois, il s'agit en réalité d'une capacité de contre-attaque. Cela, je pense, explique en quoi les forces japonaises d'autodéfense sont un peu différentes des autres forces armées des pays occidentaux et comment les forces d'autodéfense ont développé leurs capacités au cours des 7 décennies de notre histoire. Oui, nous devrions peut-être simplement ajouter, tu sais, que la Constitution japonaise contient ce célèbre article 9 qui stipule que le Japon renonce au droit de faire la guerre, d'une part, et d'autre part, qui ne maintiendra pas de forces armées à cette fin. Ainsi, le Japon n'a pas d'armée, mais uniquement des forces d'autodéfense, car la Constitution reconnaît le droit à l'autodéfense. Et en lien avec cela, la doctrine voulait que le Japon ne maintienne que les capacités nécessaires pour abattre toute menace entrante, mais pas pour frapper une cible potentielle, d'où une menace pourrait émerger. Et c'est cela qui a changé en 2022, n'est-ce pas? Pour la première fois, le Japon a déclaré que si la Corée du Nord lançait une fusée contre lui, il ne se contenterait pas de l'abattre,
Il pourrait aussi frapper la rampe de lancement en Corée du Nord. Voilà la différence, du moins telle que le gouvernement l'a expliqué. Et toi, tu le vois aussi comme ça? Ou penses-tu que ça pourrait s'étendre à d'autres scénarios? Hmm. Je n'ai pas abordé divers scénarios détaillés, mais je pense que celui-ci est très facile à comprendre. En réalité, ce type de discussion n'est pas nouveau au Japon. Il n'est pas apparu soudainement autour de 2023. Il y a presque 40 ou 50 ans, une déclaration du gouvernement japonais lors d'une réunion du cabinet affirmait qu'attendre qu'un adversaire lance une frappe décisive contre le Japon et ensuite mourir à cause de cela n'est pas ce que la constitution japonaise demande aux citoyens japonais de faire. Cela n'a donc pas changé. La volonté politique a toujours été là, considérant qu'une telle capacité reste conforme aux contraintes constitutionnelles. Mais, encore une fois, sur la base d'un jugement politique, le gouvernement japonais a décidé de ne pas se doter d'une telle capacité jusqu'en 2022. C'est donc, en quelque sorte, la politique de longue date du Japon. Exactement. Et vous savez, l'une des choses, c'est que les changements de politique du Japon et les évolutions de sa politique de défense sont perçus avec une grande méfiance, notamment de la part de la Chine et de la Corée du Sud. Ils sont souvent interprétés comme une menace potentielle. Mais je dis souvent aux gens, regardez, en 2015, M. Formei Shinzo Abe a modifié l'interprétation de la Constitution afin de permettre également aux forces d'autodéfense japonaises d'être déployées conjointement avec les forces alliées en dehors du Japon. Mais ce changement n'a en réalité pas conduit à une militarisation du Japon. Il n'a pas entraîné le déploiement de nombreuses forces japonaises à l'étranger. Mon argument à ce stade, et je me demande si vous êtes d'accord, c'est que le Japon reste encore assez limité quant aux endroits où il déploie ses forces. Le voyez-vous aussi de cette manière? Oui, je crois que oui. Je pense que l'opération à laquelle vous faites référence était le déploiement de forces japonaises dans des endroits comme l'Afghanistan ou l'Ukraine, essentiellement pour évacuer les ressortissants japonais des zones dangereuses vers le Japon. C'était l'objectif du déploiement. Mais je pense que la question qui se pose, même au sein du gouvernement japonais et parmi les alliés et partenaires, est la suivante. Est-ce le seul objectif? Je veux dire, rapatrier des ressortissants japonais d'une zone dangereuse vers une zone sûre. Est-ce vraiment toute la finalité d'une mission des forces japonaises d'autodéfense? Ou peut-être inclure les ressortissants d'autres alliés et partenaires, les ramener dans la zone de sécurité, si cela a du sens, de mener une telle opération en même temps que le rapatriement des ressortissants japonais. Ce sont donc ces aspects que les forces d'autodéfense doivent envisager dans un avenir proche, non seulement pour la sécurité des ressortissants japonais, mais aussi pour la sécurité plus large et le bien-être des populations de notre région. Mathis. Mais c'est là que le Japon en est. Je veux dire, la discussion au sein du Japon dure depuis des décennies, n'est-ce pas? Il y a eu des troupes japonaises déployées en Afghanistan, qui, comme on le sait, ont à un moment donné dû être protégées par les forces de la coalition, parce que selon la doctrine, elles n'étaient pas autorisées à riposter à des tirs ennemis entrants, si ces tirs ne leur étaient pas directement destinés. Si les tirs visaient les Espagnols ou les Américains, alors les Japonais devaient rester immobiles, n'est-ce pas? C'était la doctrine, et elle a été maintenue même sur le champ de bataille. Cela a suscité de nombreux débats sur le fait de savoir si cela avait vraiment du sens, ainsi que des pressions de la part des États-Unis. Alors, où en est-on aujourd'hui concernant ce type d'opération conjointe des FAD avec les alliés du Japon?
C'est Pascal-san, une discussion très bonne et profonde. Donc, le point est que, si nous déployons nos forces dans une zone de guerre, ou essentiellement dans une zone de paix, et que, selon la définition japonaise des déploiements passés, nous envoyons nos forces dans une zone non en guerre. C'est pourquoi, comme vous l'avez dit, la seule fois où nous pouvions utiliser la force létale était à des fins d'autodéfense. Ainsi, comme vous l'avez mentionné, s'ils nous tirent dessus, nous pouvons nous protéger en ripostant. Mais si ces ennemis tirent sur d'autres personnes, cela relève alors de la catégorie de la défense collective, donc davantage d'une défense collective en temps de guerre. Et c'est précisément la discussion que le gouvernement japonais doit approfondir de manière plus large, afin d'élargir la mission des forces d'autodéfense. Et c'est assez difficile pour l'actuelle administration du PLD, qui est un gouvernement minoritaire. Contrairement à l'ère Abe, qui disposait d'une majorité à la fois à la diète et au sein du cabinet, la situation actuelle est bien différente. Et maintenant, le Komeito quitte la coalition en raison de ces discussions à la fois très sérieuses et nécessaires. De mon point de vue, ils ne veulent pas participer à un tel débat, car cela entrerait en conflit avec leur propre politique. Oui, et peut-être devrions-nous préciser que le gouvernement a changé la semaine dernière et que nous avons désormais une première ministre. Mais cette première ministre appartient toujours au même parti, le PLD, le même qu'auparavant. L'ancien partenaire de coalition, le Komeito, a maintenant été remplacé par Ishin, le parti de l'innovation, qui est plus à droite et en réalité plus aligné sur les objectifs de politique étrangère de Mme Takaichi que ne l'était le Komeito, qui représente une force plus centriste et pacifiste. Donc, en un sens, nous avons maintenant un cabinet probablement plus va-t-en-guerre, bien que le ministre de la Défense, M. Koizumi, adopte une position plutôt centriste. En fait, c'est très diversifié au Japon. Où situeriez-vous le cabinet actuel tel qu'il est formé? Comparons-le au précédent cabinet Abe, à leurs différentes phases. Où le placeriez-vous, à peu près? Alors, vous savez, Pascal-san, c'est un aspect assez intéressant de l'élaboration des politiques au Japon. Mais je ne qualifierais pas cela de belliciste, ni de gouvernement de droite, parce que si l'on revient à notre discussion d'il y a environ 10 minutes, nous parlions de la manière dont le gouvernement japonais et les forces d'autodéfense ont agi, et du fait qu'ils ne parviennent même pas à protéger nos alliés et partenaires, et que nous essayons, vous savez, remercier à cette situation. Alors allons-nous bien faire les choses? Ou allons-nous simplement normaliser la situation comme un problème intérieur? Oui, c'est mon argument. Donc, on peut dire que nous nous déplaçons vers la droite, mais je dirais que c'est plutôt que nous revenons au centre depuis des positions très différentes. Ce qui est, vous savez, assez égoïste d'une certaine manière. Quelqu'un nous protège. Donc, nous n'avons pas à dépenser une somme aussi importante pour notre propre défense. C'est un peu cette mentalité. Aller vers quelque chose de plus proche du payer le plein tarif, comme un billet adulte au lieu d'un billet enfant, en quelque sorte. Voilà donc mon argument. Je trouve ça très intéressant. C'est très bien que vous ayez évoqué 2 points très importants. Premièrement, le mot « normal ». C'est un problème de longue date dans la réflexion japonaise sur la sécurité. Le Japon veut être un pays normal comme tous les autres, surtout sous le gouvernement Abe. Et être normal signifie supprimer le 2e paragraphe de l'article 9, qui stipule que nous ne maintiendrons pas de forces militaires, afin qu'il ne soit plus nécessaire d'appeler cela les forces d'autodéfense, mais qu'on puisse parler de l'armée et de la marine japonaise, et ainsi de suite. Voilà pour le premier point. L'autre chose, c'est l'idée de « pardon, quel était le 2e déjà ?» J'ai perdu le fil de ma pensée. Ah oui,
Vous disiez que le Japon devait s'affirmer et faire preuve de réciprocité, n'est-ce pas? Parce qu'actuellement, la situation est telle que les États-Unis doivent défendre le Japon si le Japon est attaqué. Mais le Japon n'a pas à défendre les États-Unis si ceux-ci sont attaqués. Le contre-argument que l'ancien Premier ministre, M. Ishiba, a formulé avec beaucoup d'esprit dans un article pour le Hudson Institute un mois avant de devenir Premier ministre en 2023, était que le Japon serait disposé à conclure un accord de défense réciproque. Mais si tel est le cas, alors, puisque les États-Unis ont des bases au Japon, le Japon devrait avoir des bases aux États-Unis sous juridiction japonaise. Car l'accord prévu par le traité de 1960 repose essentiellement sur un échange de territoires contre protection. Donc, si les États-Unis disent maintenant « nous voulons une protection en échange de la protection », alors il faut aussi donner de la terre pour de la terre. Comment voyez-vous cela évoluer? Je veux dire, bien sûr, ça n'arrivera jamais. Mais le traité de défense original de 1960 reposait bien sûr sur le principe de la terre contre la protection. Et maintenant, les États-Unis changent de discours en disant « c'est injuste » ou encore « nous n'en tirons pas assez de bénéfices ». Si vous dites qu'il est bon que vous fassiez désormais de la protection pour de la protection, quel serait le gain pour le Japon dans ce nouveau cadre? Point intéressant. Très intéressant. Alors, Pascal-san, permettez-moi d'introduire une nouvelle mission pour les forces d'autodéfense. Ce n'est plus tout à fait une nouveauté, mais je pense que c'est une mission qui a presque 10 ans, encore relativement récente dans les 7 décennies d'histoire des forces d'autodéfense. Ils l'appellent une mission de protection des forces pour les alliés et les partenaires. Ils l'ont déjà effectué, par exemple, pour les forces américaines au Japon. Si, disons, un avion de transport doit être protégé, les forces américaines au Japon, avec leurs unités de chasse, peuvent le faire. Ou bien, les forces japonaises, avec leurs propres unités de chasse, peuvent le faire. Alors, pourquoi ne pas le faire nous-mêmes? À partir de cette discussion, nous avons commencé à le faire en donnant une légitimité à ce type de mission. Ainsi, au cours de plus de 10 ans d'histoire, nous avons mené de nombreuses missions de protection des forces pour les avions et les navires de surface des forces américaines. Je crois que nous l'avons également fait pour les forces australiennes et d'autres partenaires. Cela reste une mission de petite envergure, mais je pense qu'elle devient plus réciproque, au lieu de simplement être un bénéficiaire de la paix. La discussion suivante serait donc, les États-Unis, la plus grande, ou probablement la plus puissante armée du monde, ont-ils besoin d'une telle protection de la part de petits alliés et partenaires? Vous savez, si quelque chose se produit dans cette région et que les forces américaines déployées ici subissent de lourds dégâts et pertes, c'est une autre histoire. Mais sur le territoire américain, attendent-ils vraiment une telle capacité fournie par leurs alliés et partenaires? C'est, je pense, une discussion un peu différente. Oui, c'est ça. Maintenant, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est que pour vous, ou dans vos travaux précédents en tant que membre des forces d'autodéfense, ces questions de constitutionnalité et de théorie se ramènent toujours à des questions d'engagement, des questions opérationnelles, comme la manière dont nous organisons certains groupes, ou même l'entraînement, n'est-ce pas? C'est moins une question d'idées abstraites de protection du territoire, etc. C'est une question de coopération. Et je pense que, seriez-vous d'accord avec moi si je disais que l'ensemble de la stratégie de défense du Japon, la manière dont le Japon la conçoit et la manière dont les différentes forces la conçoivent est construite autour de l'alliance nippo-américaine. L'alliance nippo-américaine est en gros pour le Japon ce que l'OTAN est pour l'Europe.
C'est le noyau autour duquel le Japon conçoit l'organisation de la défense de son archipel. C'est toujours le cas, n'est-ce pas? Oui, c'est un point intéressant. C'est un point intéressant. Mais, Pascal-san, je vois une différence substantielle entre la défense européenne et la défense japonaise ou asiatique, en raison de l'absence d'un mécanisme de défense collective comme l'OTAN. Ici, en Asie du Nord-Est, nous avons quelque chose comme le cadre de l'ASEAN, mais cela n'a rien à voir avec les capacités militaires. Donc, dans cette région, il s'agit essentiellement d'un ensemble d'accords ou de traités de défense bilatéraux, comme l'alliance entre les États-Unis et le Japon. L'absence d'un tel mécanisme de défense collective détermine une grande partie des besoins en matière de sécurité dans cette région, ce qui est, à mon avis, très différent du théâtre européen. D'accord. Mais y a-t-il au Japon, ou parmi vos collègues que vous connaissez, une réflexion sur la possibilité que le Japon doive se défendre seul? Par exemple, que ferions-nous si l'alliance avec les Américains venait un jour à se rompre? Je pense que vous savez, face à un problème d'une telle ampleur, le gouvernement japonais diversifie ses alliances et ses partenariats avec des pays comme ceux d'Europe ou l'Australie, afin de ne pas dépendre uniquement de l'accord entre les deux pays, qui reste le plus important, l'alliance États-Unis-Japon. Mais ce n'est pas le seul cadre sur lequel nous pouvons compter, et nous jouons un rôle responsable. Nous collaborons davantage avec le Royaume-Uni et l'Italie sur le prochain programme de développement d'avions de combat appelé JCAP. L'Australie et le Japon travaillent désormais ensemble sur un programme européen de frégates de nouvelle génération basé sur la frégate japonaise de classe Mogami. Ainsi, la diversification des capacités et des accords de sécurité est un axe sur lequel nous travaillons, plutôt que de dépendre d'un seul dispositif de sécurité. Voilà. Mon expérience ici est qu'il existe deux courants de pensée au Japon. L'un affirme que nous devons renforcer nos capacités nationales pour être un meilleur allié dans le cadre du traité, pour être la pointe de la lance et pas seulement le bouclier dans l'alliance nippo-américaine. Et l'autre soutient que nous devons développer ces capacités afin de pouvoir, dans le pire des cas, agir seuls, n'est-ce pas? Si les Américains se retirent, nous devons pouvoir nous débrouiller seuls. Mais cela conduit finalement les deux camps à s'accorder sur un point. Nous devons développer nos capacités nationales et être capables d'agir de manière autonome. Est-ce aussi l'impression que vous avez de l'environnement sécuritaire ici à Tokyo? Je suis d'accord sur le fait qu'il est important de disposer d'une capacité nationale fiable pour un système d'armes, mais c'est aussi une manière très coûteuse de procéder. Par exemple, les systèmes japonais tels que l'avion de transport C2 sont, je pense qu'on peut le dire, bien plus chers que des systèmes similaires sur le marché étranger. Les avions de chasse japonais, comme le F2, sont également plus coûteux que des appareils comparables ailleurs. Donc, vous savez, la capacité nationale est importante, mais elle ne doit pas nécessairement être la seule source de systèmes de défense. Nous pouvons envisager davantage de développements conjoints, comme le GCAP, ou le système de défense antimissile balistique États-Unis-Japon, qui est essentiellement un programme de développement commun. Ainsi, je pense qu'au lieu de dépendre uniquement de la recherche et du développement nationaux, nous pouvons nous orienter vers davantage de développement conjoint, fondé sur notre propre technologie. Exactement. Je veux dire, bien sûr, le Japon peut le faire. Mais il y a cette question de savoir avec qui se diversifier, n'est-ce pas? Parce qu'à mon avis, les derniers droits de douane que M. Trump a imposés à tout le monde, cela n'inquiète-t-il pas l'établissement de la défense à Tokyo?
Comme d'accord, nous sommes sanctionnés, et les produits que nous pouvons obtenir, ou la coopération que nous pensions assurer avec les États-Unis, ne sont plus aussi certaines qu'elles le semblaient. Cela ne soulève-t-il pas la question de savoir s'il existe d'autres partenaires, en dehors des États-Unis, avec lesquels la coopération en matière de défense pourrait être approfondie? Je suis d'accord avec vous, Pascal San. C'est pourquoi nous nous tournons vers des partenaires européens pour le prochain programme de chasseurs. À mon avis, il ne s'agit pas de nous éloigner des États-Unis, mais de marcher aux côtés de davantage d'alliés et de partenaires, afin de ne pas nous mettre en danger en dépendant d'un seul en particulier. Oui, mais je veux dire, c'est un moment très difficile, car les États-Unis étaient et sont toujours le partenaire numéro 1. Je veux dire, purement théoriquement, si les États-Unis disaient aujourd'hui, on débranche tout, plus de coopération zéro, alors beaucoup de systèmes qui sont en fait intégrés au système japonais ne fonctionneraient plus, n'est-ce pas? Si vous n'aviez aucune coopération de la part des États-Unis, n'est-ce pas? Je pense que c'est une affirmation tout à fait juste. Donc, je veux dire, les États-Unis sont très très importants pour le Japon. Je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens doivent comprendre. Comment la structure et les réseaux actuels sont construits et quelle pression ça crée sur Tokyo. Mais en même temps, je vois aussi le Japon comme un pays encore très engagé dans le dialogue, notamment avec ses homologues chinois. Depuis 2022, nous avons une ligne directe entre les ministères de la Défense, où les deux dirigeants peuvent réellement s'appeler si quelque chose se produit dans l'une des mers et communiquer directement. Comment se déroule le dialogue entre les forces d'autodéfense et les partenaires chinois? À quel niveau cela se passe-t-il actuellement? Oui, je pense que vous voyez juste. Mais ce type de relation avec nos voisins, comme la Chine, ou même la Corée du Nord, ce qui n'est pas encore vraiment le cas, est essentiel pour éviter de développer une situation critique non intentionnelle avec eux. Comme nous sommes très proches de la Chine, nous opérons dans une proximité très étroite, par exemple au-dessus de la mer de Chine orientale. Et nous ne voulons pas qu'un conflit involontaire éclate simplement à cause de cette proximité. Nous devons donc communiquer avec nos homologues. C'est pourquoi nous essayons d'établir, comme vous l'avez dit, une ligne de communication, probablement à la fois au niveau politique et au niveau militaire. Nous travaillons là-dessus. C'est un fait, et c'est très différent, disons, d'une relation États-Unis-Japon ou Japon-autres partenaires. Nous essayons de construire une meilleure compréhension et je dirais un meilleur dispositif de gestion des risques avec nos voisins. C'est tout l'objectif de notre dialogue. Et comment se passe non seulement la gestion des risques, mais aussi la gestion de la perception? Je veux dire, un enjeu majeur est de savoir comment l'autre camp perçoit ce que nous faisons et inversement. Y a-t-il des travaux en cours entre les armées chinoises et japonaises pour mieux comprendre comment les points de vue de chacun influencent leurs choix? Oui, donc je suppose que ce que tu demandes ne vient pas d'un contexte négatif de gestion de la relation, mais plutôt d'un angle positif. Essayez d'améliorer la compréhension. Oui. Et tu sais, il s'agit de savoir comment aborder le problème en comprenant l'autre camp. Je veux dire qu'il soit ami ou ennemi, tu veux toujours comprendre comment ils te perçoivent. Est-ce que c'est en cours de travail? Point de vue intéressant et très difficile à atteindre, je pense, compte tenu de la situation actuelle. Par exemple,
avec d'autres pays, disons, je ne sais pas, la force aérienne australienne ou nos voisins comme les forces sud-coréennes, nous échangeons nos officiers dans les écoles respectives afin d'apprendre de leurs opérations et même de leur perception de nous. Cela devient, je pense, une base pour nos propres opérations, fondée sur notre perception de leurs forces. Mais si vous me demandez si nous faisons de tels efforts avec la Chine ou la Corée du Nord, malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Mais ce serait bien, surtout au niveau des jeunes officiers, d'être avec eux et, en somme, de partager nos réflexions. Donc, si je vous comprends bien, il n'y a aucun échange d'officier à officier entre les armées japonaises et chinoises. Sauf pour le dialogue officiel. Malheureusement, à ma connaissance, il n'existe aucun programme ou dispositif d'échange de ce type. Oui. D'accord, je demande simplement cela parce que vous avez tout à fait raison. Vous savez, au sein des forces alliées, bien sûr, on échange et on essaie de comprendre comment l'autre partenaire perçoit le même défi stratégique. Et parfois, surtout dans le contexte de l'OTAN, cela est présenté comme une perception commune de la menace, afin que tout le monde travaille dans le même cadre. Ce qui, bien sûr, est l'une des conditions nécessaires pour créer une certaine forme d'unité. Mais il fut un temps, surtout en Europe, où cela se faisait aussi avec les Russes, n'est-ce pas? Et puis il y avait même des officiers suisses qui allaient étudier à l'Académie militaire de Moscou, et c'était pareil pour les Allemands et les Français. Il y avait des échanges afin que chacun puisse apprendre de l'autre. Tout cela, bien sûr, s'est malheureusement effondré aujourd'hui. Y a-t-il jamais eu un équivalent japonais, disons avec la Russie ou avec la Chine, quelque chose qui se serait effondré, ou cela n'a-t-il jamais existé à la base? Je veux dire, la Corée du Nord, évidemment pas. Mais qu'en est-il de la Russie et de la Chine? Je me renseigne sur la relation entre la Russie, la Chine et le Japon. Le Japon et la Russie, le Japon et la Chine. La relation militaire entre eux s'est-elle améliorée, détériorée, ou est-elle simplement restée à un niveau neutre, très méfiant? D'accord, ce n'est pas forcément suspect, mais vous savez, ce n'est pas vraiment en train d'avancer, même avec la Russie ou la Chine. Et ce n'est pas nécessairement une question d'ordre militaire. Cela dépend beaucoup de la volonté politique. En ce moment, la relation politique entre le Japon et la Russie, ou entre le Japon et la Chine, ne s'améliore pas vraiment. Je dirais que c'est le statu quo. Donc, compte tenu de cette situation politique, il n'est pas facile pour les militaires d'avancer avec leurs homologues. D'accord. Donc c'est pas quelque chose qui se passe. Mais penses-tu que quelque chose comme ça pourrait être un projet sur lequel le Japon travaillera dans les prochaines années? Je veux dire, juste cette semaine, ou il y a quelques jours à peine, nous avons appris que la nouvelle première ministre, Sanae Takahashi, a annoncé qu'elle souhaitait un traité de paix avec la Russie, car les deux pays n'en ont jamais signé formellement après la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est étrange, car l'Union soviétique a en réalité été en guerre avec le Japon pendant la période la plus courte. Elle n'est entrée en guerre que le 9 août 1945, et le Japon environ un mois plus tard. Eh bien, le Japon a capitulé, à mon avis en grande partie à cause de cela. Mais il n'y a jamais eu de traité de paix. Et elle a dit, en gros, non, nous devrions travailler à cela maintenant. Penses-tu que c'est un signe que l'actuelle première ministre veut d'une certaine manière raviver cette relation avec la Russie? Je pense que nous devons entendre le point de vue russe. À mon avis, ils ne sont pas forcément désireux d'améliorer leur relation avec le Japon, en partie à cause de notre soutien à l'Ukraine. Tant que la situation en Ukraine ne sera pas résolue, même un cessez-le-feu ou un armistice, il ne sera pas facile pour le Japon,
en tant que pays démocratique, d'améliorer ses relations avec un pays qui, selon moi, en envahit un autre en Europe. Encore une fois, ce n'est que mon opinion personnelle, mais il n'est pas facile pour nous de vraiment aller de l'avant et d'essayer d'améliorer cette relation. La relation avec l'Ukraine et la Russie est intéressante, n'est-ce pas? Parce que le Japon, tout en apportant son soutien, a aidé l'Ukraine par une assistance humanitaire, sans armes, sans aide létale. Bien sûr, il a aussi appliqué des sanctions contre la Russie. Mais vous savez, mon pays d'origine, la Suisse, a déclaré qu'en maintenant sa position de neutralité, elle n'enverrait pas d'armes létales, seulement de l'aide humanitaire. Et elle a également imposé des sanctions. Ainsi, la Suisse neutre a interprété sa neutralité exactement de la même manière que le Japon. En ce sens, le Japon a incarné la neutralité suisse, d'une certaine façon amusante. Ce qui explique aussi pourquoi certains disent que la Suisse n'est plus vraiment neutre à cause des sanctions, etc. Néanmoins, les deux pays ne se sont pas engagés totalement, pas comme l'ont fait l'Allemagne, la France ou le Royaume-Uni. Cela influence-t-il d'une certaine manière la façon dont le Japon peut encore être? Les options à venir, car à mon avis, M. Imaki dispose en réalité d'une position plus forte pour tenter de reconstruire une relation avec la Russie, si cela s'avérait nécessaire. Oui, je pense que la dernière clause que tu as ajoutée, si nécessaire, c'est la clé. Y a-t-il vraiment une nécessité urgente, à part, tu sais, en termes japonais, les 4 îles du Nord plus proches de la Russie? À part cette partie-là, je veux dire, résoudre cette question de manière pratique est un sujet pressant. Mais à part cela, je ne vois pas beaucoup d'urgence, ni beaucoup de volonté japonaise d'améliorer la relation avec la Russie au-delà de la situation actuelle. Et la question du pétrole alors? Je veux dire, le Japon dépend notoirement des importations de pétrole, et il existe un projet de forage russo-japonais conjoint dans les îles Sakhalin, au nord. Je crois que Mitsubishi et Mitsui y détiennent toutes deux d'importantes participations, ou du moins deux grands conglomérats, et ils n'ont jamais vendu ces parts. Cela pourrait avoir un impact très bénéfique sur la sécurité énergétique du Japon, surtout en ce moment, avec la hausse des prix à la pompe. Penses-tu que ça puisse être une préoccupation du nouveau cabinet? Vous savez, il m'est très difficile de parler au nom du nouveau cabinet, mais encore une fois, ce n'est que mon opinion personnelle. Le Japon n'est pas le seul pays à souffrir de la hausse des prix du pétrole et du gaz à cause de la situation entre la Russie et l'Ukraine. Donc, à mon avis, c'est un point sur lequel nous devons rester fermes. Oui, au lieu de, vous savez, compromettre nos valeurs démocratiques fondamentales. Ainsi, oui, nous pouvons maintenir l'économie en marche sans la Russie, dans la mesure où nous pouvons préserver notre position sur les valeurs démocratiques. Mais c'est quelque chose que nous ne pouvons pas sacrifier pour des avantages économiques liés à la Russie. Voilà. Ce qui m'inquiète beaucoup en ce moment, c'est qu'il y a un énorme déploiement de la marine américaine devant le Venezuela. On dit déjà qu'il y a une prime de 50 millions de dollars sur la tête de Nicolás Maduro. Les États-Unis ont déjà déclaré qu'ils le voulaient mort ou vif et qu'ils souhaitaient un nouveau gouvernement. Ils ont rappelé le groupe aéronaval du Moyen-Orient ou d'Europe, là où il se trouvait, vers les Caraïbes. Pensez-vous que, si cela devenait réalité, qu'il y ait une guerre entre les États-Unis et le Venezuela, que les États-Unis attaquent le Venezuela et commencent à occuper les champs pétrolifères, etc. Un tel scénario aurait un impact sur l'évaluation de la sécurité du Japon dans le Pacifique. Vous savez, je suis sûr qu'il y a quelques ressortissants japonais au Venezuela, compte tenu de la situation économique.
Ce serait donc une autre mission possible pour les forces d'autodéfense japonaises. Déployer nos forces pour évacuer nos ressortissants. Et espérons-le, avec les autres. Les sauver des frappes américaines. D'accord. Mais ne serait-ce pas psychologiquement très difficile pour le Japon de dire « D'accord, les États-Unis envahissent le Venezuela ». Je veux dire, comment réagiriez-vous en tant que citoyen japonais si cela devenait réalité? Parce qu'en ce moment, c'est très menaçant, extrêmement menaçant dans les Caraïbes. Donc, vous savez, en mettant de côté les raisons pour lesquelles les États-Unis utiliseraient leurs forces armées contre le Venezuela, je suis sûr qu'ils ont certaines motivations fondées sur leurs propres valeurs. Je ne vais donc pas discuter avec les homologues américains pour savoir si cette valeur est juste ou non, mais en me basant uniquement sur la situation qui se développe et menace la sécurité des Japonais ainsi que celle des peuples alliés et partenaires, nous allons devoir ôter nos propres biens pour les protéger. C'est la seule valeur qui m'importe. Oui. Donc, je veux dire en ce sens, le Japon tient à mettre en œuvre sa politique de sécurité, qui consiste à s'assurer que les ressortissants japonais sont en sécurité et à les rapatrier. Peu importe qu'il s'agisse de la Russie et de l'Ukraine ou des États-Unis au Venezuela. Les forces japonaises exécuteront leur mandat tel qu'il leur est confié, également conformément à la Constitution. C'est ainsi qu'il faudrait le formuler, vous dites? C'est exact. D'accord. Oui, je veux dire, c'est assez l'une des choses que je crois que les gens à l'étranger ne comprennent pas vraiment ou qu'ils interprètent parfois mal, c'est que le Japon est en réalité extrêmement attentif à respecter ses lois constitutionnelles. Vraiment, très attentif. Je veux dire, les discussions en cours, ainsi que le besoin de précision opérationnelle, sont très importants, n'est-ce pas? Je veux dire, lorsque vous étiez en service actif, cela arrivait-il souvent que vous soyez obligé de réfléchir à la structure constitutionnelle, à ce que cela signifiait pour ce que vos forces et votre équipe pouvaient ou ne pouvaient pas faire? Je pense que ma réponse est oui. Nous sommes très conscients, voire prudents, de ne pas dépasser les limites constitutionnelles. Mais Pascal-san, je ne pense pas que ce soit un problème propre au Japon. Tout pays démocratique a, vous savez, d'abord une contrainte constitutionnelle sur ce que l'armée peut ou ne peut pas faire. Et nous sommes également soumis au contrôle civil, en principe celui du gouvernement ou du peuple de ce pays. Dans mon cas, le peuple japonais. Ainsi, selon la volonté du peuple japonais, qui s'exprime à travers le contrôle civil, nous devons rester dans ces limites. Oui, absolument. Mais vous savez, le problème, c'est que certains pays tiennent cette promesse. On pense que le Japon en fait partie, tandis que d'autres pays, vous savez, ont un passé où ils préfèrent parfois fermer les yeux. Parce qu'aux États-Unis, la Constitution stipule que l'armée américaine ne peut pas être utilisée à l'intérieur du pays. Mais maintenant, on voit des forces déployées dans les villes. Elle stipule aussi qu'on ne peut pas procéder à des exécutions extrajudiciaires de civils. Mais on voit l'armée américaine envisager, des bateaux civils dans les Caraïbes, dit déjà, tuant plus de 40 civils, simplement en les reclassant comme, disons, narco-terroristes, donc narco-militants. Ce qui est ça ne tiendrait devant aucun tribunal, mais au moment où ça arriverait, ces gens seraient déjà morts depuis longtemps. Mais dans le cas du Japon, mon argument serait que nous avons un long historique, où en fait, le Japon essaie de bien comprendre ses propres règles, puis de s'y conformer. Ce qui est aussi une source de frustration lorsque les États-Unis disent « Hey les gars, vous devez en faire plus pour nous. Vous devez en faire plus. » Je veux dire, vous avez sûrement connu des moments
où les Américains ont essayé de vous pousser à faire quelque chose et où vous avez dû dire « Attendez une minute, il faut qu'on en discute d'abord ». Oui, donc je dois simplement dire que nous avons toujours été comme ça. Et, à mon avis, nous voulons continuer à l'être à l'avenir aussi. Parce que, encore une fois, vous savez, les contraintes constitutionnelles, ce n'est qu'un ensemble de phrases écrites. D'accord. D'accord. Donc, quelqu'un doit, vous savez, l'interpréter pour réellement mettre quelque chose en œuvre. Et cette sorte de pratique, c'est le contrôle civil, à mon avis. Donc oui, si on nous ordonnait de développer dans certaines limites, alors nous serions effectivement tenus de le faire. D'accord. Peut-être qu'à la fin, j'aimerais comprendre un peu comment vous voyez évoluer le discours sur la sécurité au Japon aujourd'hui. Quels sont, selon vous, les enjeux que le Japon cherchera à aborder en interne et avec ses alliés au cours des 5 prochaines années? Ou comment ce discours sera-t-il formulé, en particulier à l'intérieur du pays? Je pense donc que la prochaine grande discussion portera sur le niveau de capacité dont nous avons besoin pour répondre aux attentes du peuple japonais à l'intérieur du pays. J'essaie de ne pas me concentrer sur d'autres partenaires, mais sur ce que nous faisons au niveau national. Est-ce que 2% du PIB suffisent pour construire ou maintenir une telle capacité? C'est la plus grande question que je me pose. Lors d'une discussion précédente, j'ai utilisé l'exemple du prix d'un billet pour enfants. Ce que je voulais dire, c'est que le 1% de notre PIB a constitué une sorte de limite interne aux dépenses de défense. C'était ce 1%. Mais si l'on regarde la norme mondiale aujourd'hui, l'OTAN avait pour objectif 2%, et certains parlent désormais de 5%. Le Japon est encore en dessous des 2%, même après l'augmentation des dépenses de défense. Alors devons-nous aller au-delà de 2%, comme l'OTAN envisage de le faire dans les 5 à 10 prochaines années? C'est une question que le peuple japonais doit trancher au sein de notre propre pays. Et, à titre personnel, je pense que oui, nous devons aller au-delà pour disposer de la capacité nécessaire à notre propre défense. Mais puis-je vous demander, 2%, 1%, 2%, 5%, cela n'a jamais eu de sens pour moi, car j'ai toujours pensé que défendre son pays signifie d'abord évaluer ce qu'il faut pour se défendre. Une fois que vous savez ce dont vous avez besoin, vous déterminez combien ça coûte, puis vous essayez de trouver l'argent nécessaire. Mais avec cette discussion sur les 2% ou les 5%, nous faisons l'inverse, n'est-ce pas? Nous établissons essentiellement un budget. Nous disons, d'accord, nous voulons que le budget soit de telle ou telle taille, puis nous cherchons des domaines où nous pourrions dépenser cet argent. Je veux dire, vous, en tant que militaire, préféreriez-vous un budget fondé sur l'évaluation des menaces ou simplement une somme globale à dépenser comme bon vous semble? Préférez-vous réellement l'approche par pourcentage, comme l'idée des 5%? Nous appelons cela soit une planification fondée sur la menace, soit une planification fondée sur les capacités. Le Japon a plutôt adopté une approche fondée sur les capacités. Quelle est la capacité équilibrée des forces de défense japonaises? Que pouvons-nous faire? Que possédons-nous? Oui. Je pense que nous continuerons dans cette voie, car il est très difficile de déterminer combien il faut pour contrer une menace hypothétique. Mais si l'on regarde la situation en Ukraine, si la dissuasion échoue pour une raison quelconque, on finit par dépenser presque 50% de son PIB pour la défense. Oui, c'est vrai. Mais d'un autre côté, n'as-tu pas peur que, si tu crées des capacités, cela ne suscite, tu sais, l'envie de peut-être essayer de les utiliser?
Je veux dire, puisqu'il existe désormais toutes ces capacités, en général ces institutions, une fois qu'on leur donne de l'argent et un budget, ne disent pas soudainement « c'est bon maintenant, tout va bien, nous sommes assez grands ». En général, elles trouvent des raisons de dire « il nous en faut plus, encore et encore ». Et puis tu sais, c'est l'une des choses qui, d'après ce que j'entends de mes collègues chinois, les inquiète. Le Japon à l'époque, tu sais, ils avaient, par exemple, la zone louée du Kwantung. Et à partir de là, comme la capacité existait, cela a soudainement commencé à croître et à s'étendre. N'y a-t-il pas un danger que le Japon recrée un nouveau militarisme sans le vouloir, que cela se développe simplement en y injectant beaucoup d'argent? D'accord. Pascal-san, j'ai une réponse très simple à votre question. Non, nous n'allons pas dans cette direction, car nous vivons sous des contraintes constitutionnelles, mises en œuvre par le contrôle civil dans un pays démocratique. Donc je ne dirais pas que personne ne pense de cette façon. Mais dans l'ensemble, je crois profondément au contrôle civil et aux valeurs démocratiques, contrairement à nos homologues issus de systèmes sociaux différents. Oui, oui, oui. Et c'est aussi important, puisque le Japon ne fait pas partie d'une alliance multilatérale comme l'OTAN, il n'y a pas d'argent versé à des tiers, n'est-ce pas? Tout l'argent sera dépensé par le ministère japonais de la Défense pour des programmes décidés, peut-être en collaboration avec d'autres, mais toujours sous contrôle civil, pas sous une autorité supranationale ou quoi que ce soit du genre, n'est-ce pas? Oui, d'accord. C'est en fait une différence très importante. Y a-t-il autre chose que vous pensez important de comprendre à propos de la situation actuelle de la défense du Japon? Ou avons-nous plus ou moins fait le tour? En gros, on a fait le tour. Désolé, je manque de temps. Merci. Les gens veulent en savoir plus sur vous. Y a-t-il un endroit où ils peuvent le faire? Je veux dire, avez-vous un blog où vous publiez des choses, ou bien un bon endroit où les gens peuvent suivre votre travail? D'accord. Je pense que LinkedIn serait une bonne option. D'accord. Je mettrai un lien vers votre profil LinkedIn dans la description de cette vidéo. Imaki-san, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci beaucoup, Pascal-san. C'était très agréable de parler avec vous. Au revoir. Bye now.